En 1995 est sorti un film oubliable et donc quelque peu oublié intitulé Copycat. Dans ce thriller, le personnage incarné par Sigourney Weaver aide la police à arrêter un serial killer qui commet des copycat crimes. Mais alors, qu'est-ce qu'un copycat crime? Ce terme a été créé en 1916 suite à une série de meurtres calqués sur ceux commis par Jack l'Éventreur 18 ans auparavant. En gros, c'est ça un copycat crime, un tueur qui s'inspire de crimes célèbres afin de les reproduire avec plus ou moins de précision. Une des affaires les plus évocatrices remonte à 1990. And claiming responsibility for the New York shootings, has written letters to the New York Post and 60 Minutes claiming that he is San Francisco's notorious Zodiac killer. Police say they think it's all a hoax. Durant 3 ans, un homme nommé Heriberto Seda affola la ville de New York en tuant 3 personnes et en en blessant 6 grièvement. Zodiac, a symbol that now stands for terror in San Francisco. Chacun de ces crimes était pratiquement identique à ceux commis par le fameux tueur du Zodiac qui dans les années 60 et 70 tua plusieurs habitants de San Francisco en plus de laisser des cryptogrammes à la presse. Procédé que répéta Heriberto Seda avant de se faire arrêter par la police en 1996, au contraire du tueur du Zodiac dont l'identité n'a jamais pu être établie. En 2004, l'auteur Loren Coleman tenta d'expliquer dans un ouvrage intitulé The Copycat Effect pourquoi certaines personnes ont cette envie de reproduire des crimes déjà commis. Une de ses conclusions se concentrait sur l'impact des médias et le désir de célébrité. Il n'y a qu'à voir le nombre de très bons documentaires sur Netflix pour réaliser que les tueurs en série sont devenus de véritables stars. Alors des stars abjectes et répugnantes, certes, mais des stars quand même. Et souvent, hélas, les copycat killers développent pour eux une admiration fanatique, là où une personne normale va être fan de Steven Spielberg, Mbappé ou encore les Beatles. Un exemple intéressant est celui des tueries de masse dans les écoles aux États-Unis. Il a été établi que plusieurs d'entre elles ont été perpétrées simplement parce que celle de Columbine en 1999 a existé. À cette époque, les deux assaillants étaient devenus par la force des choses des stars mondiales, leur action macabre allant même jusqu'à être dépeinte dans un film. C'est cette envie de célébrité et de postérité macabre, parmi d'autres raisons, qui ont poussé quelques années plus tard des étudiants à commettre les mêmes crimes dans plusieurs écoles. Il y a donc plusieurs formes de copycat crime, il y a les tueurs en série, il y a les mass shooters, et il y a même des gens qui tentent de se suicider de la même façon que leur star préférée. Il y a plusieurs sections dans le copycat, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les crimes basés sur les films ou les séries, car dans l'histoire, il y en a eu énormément. Bienvenue dans Split. An explosion early Monday blew out the windows of a Starbucks on Manhattan's Upper East Side. No one was hurt in the 3:30 a.m. blast. Police are now trying to figure out why it happened. Si cette histoire est arrivée, c'est à cause d'un film, en l'occurrence Fight Club. Sorti en 1999 et réalisé par David Fincher, ce film dénonce en partie la société de consommation, symbolisée par la toute-puissance de Starbucks, enseigne qu'on trouve à plusieurs coins de rue, un peu partout dans le monde. Et cette œuvre inspira fortement un adolescent de 16 ans nommé Kyle Cho, qui en 2007 créa un club de combat underground afin de suivre les pas du personnage qu'incarne Brad Pitt dans le film. Mais cela n'était manifestement pas suffisant pour Kyle Cho, puisqu'en 2009, dans l'idée de marquer un grand coup, il installa une bombe aux abords d'un Starbucks de Manhattan afin de mettre en pratique ce que le film condamne. Par chance, aucune personne ne fut blessée et Kyle Cho fut arrêté par la police quelques jours plus tard avant de prendre 10 ans de prison. Et dans son histoire, la ville de New York fut victime de plusieurs copycat crimes puisqu'au début des années 2010, un groupe de braqueurs s'inspira du film The Town afin de mettre en place 62 braquages pour un butin total estimé à 217 000 $. Une fois arrêté, un des membres avoua que ce film, réalisé par Ben Affleck, fut une grande source d'inspiration pour préparer les casses. Le mode opératoire était pratiquement le même, porter des masques et des lampes frontales, couper l'alimentation électrique de l'endroit et balancer de l'eau de javel un peu partout afin d'effacer les preuves une fois le hold-up terminé. L'envie de se faire de l'argent facile inspira une autre personne, à savoir cet homme nommé Stephen W. Doran. Et son histoire est incroyable puisque c'est pratiquement celle de Breaking Bad mais en vrai. Prof de maths, il apprend en 2012 qu'il est atteint d'un cancer et entame une chimiothérapie. Sauf que durant cette chimio, il découvre la série et décide d'imiter le chemin choisi par Walter White. Il se rase la tête et se met à vendre de la meth afin de payer ses factures d'hôpital et d'avoir de l'argent de côté pour ses proches. Mais au contraire d'Eisenberg, Stephen W. Doran se mit à consommer de la meth et à enchaîner les erreurs de jugement qui l'ont amené à se faire arrêter par la police et à prendre 3 ans de prison en 2014. Et ce désir d'incarner un personnage de fiction va parfois très loin. Exemple, lorsque le premier Rambo est sorti en 1982, plusieurs personnes, arborant même parfois un bandeau sur le front comme Stallone dans le film, se sont terrés dans la forêt plusieurs jours tout en provoquant la police afin de recréer ce schéma de poursuite et de cache-cache que l'on retrouve dans First Blood.
Une façon pour eux de vouloir devenir une forme de héros, ce que souhaitait ardemment Glenn Jones en 1992. Après avoir vu le film Backdraft, qui suit une équipe de pompiers combattant un pyromane en série, ce spectateur développa une fascination pour les personnages incarnés par William Baldwin et Kurt Russell. Souhaitant lui aussi sauver des gens coincés entre les flammes, il décida un soir de mettre le feu à son appartement pendant que sa petite amie dormait dans la pièce d'à côté. Son but était de sauver par la suite plusieurs personnes de son immeuble pour faire la une des journaux. Par chance, le feu brûla seulement un fauteuil et une table basse, la fumée ayant au préalable réveillé à temps sa petite amie qui se chargea d'éteindre les flammes avant de dénoncer son copain à la police. Alors là, je viens de présenter 5 copycat crimes commis par des adultes, mais bien souvent, l'envie de reproduire ce qu'on voit dans les films touche aussi les ados. Tonight, a lot of teenagers are in a lot of trouble. Here's the reason. Police say a bunch of kids broke into this new house, threw a party, and trashed it. The damages are staggering, and investigators tell us this stunt may have been inspired by a new movie. Et ce nouveau film, c'est bien évidemment Projet X. Pour ceux qui n'ont pas vu, l'histoire suit des ados pas vraiment populaires qui finalement organisent la soirée la plus folle de l'année, soirée qui dégénère et qui voit la maison d'un des mecs être saccagée. En 2012, après la sortie du film, des dizaines et des dizaines d'ados un peu partout dans le monde ont reproduit le même genre de fête, avec plus ou moins les mêmes dégâts. Dans une autre ambiance, à Salt Lake City en 2004, 2 ados de 13 ans ont cette année-là fait une blague à une vieille dame après avoir vu le premier saut. L'idée, c'était de créer, comme dans le film, un scénario morbide et complexe à l'issue forcément tragique. Le processus était donc le suivant, appeler cette dame et lui faire croire qu'une personne de sa famille était emprisonnée quelque part chez elle, qu'il fallait la trouver et lui ouvrir le cœur pour prendre une clé lui permettant de sortir avant 10 minutes, sous peine d'être asphyxiée par des gaz toxiques. Sauf que cette dame prit peur et fit un AVC, heureusement sans conséquences lourdes pour la suite. Et les copycats en herbe ont également lieu au sein des établissements scolaires. En 2009, complètement fascinée par The Dark Knight au point de le voir 8 fois au cinéma, une jeune collégienne américaine s'enferma aux toilettes, se grima en Joker, se trancha le coin des lèvres avec une lame de rasoir, avant d'attaquer son prof d'anglais qu'elle détestait avec cette même lame, sans gravité pour le prof qui la maîtrisa aisément. Et enfin la même année, en 2009, un jeune garçon de 13 ans mordit 11 élèves dans un collège de l'Iowa, pour la simple et bonne raison qu'il souhaitait vivre la même vie que le vampire joué par Robert Pattinson dans le film Twilight. Alors vous l'aurez sûrement compris, tous les exemples que je viens de citer jusqu'ici n'ont pas connu d'issue tragique, à savoir la mort, car malheureusement, dans bien des cas, les copycats se terminent souvent de cette façon. It's 1974, and Ogden police find bodies inside the hi-fi store. 3 are shot to death and 2 others fight to stay alive. Ce crime est considéré par les historiens comme un des plus macabres de l'histoire de l'État de Utah. À la base, cela devait simplement être un braquage d'une boutique hi-fi, mais très rapidement, la situation dégénéra. Inspiré par une scène visible dans le film Magnum Force, durant laquelle un homme fait avaler à une femme du Drano, un produit chimique censé déboucher les éviers, un des 2 braqueurs péta les plombs et obligea certains otages à en boire, parmi d'autres atrocités. Cela se termina par un procès et une exécution des 2 braqueurs. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que ce film, Magnum Force, fait partie de la franchise Inspecteur Harry, et pour mémoire, le premier de la série, sorti en 71, s'inspirait du Tueur du Zodiac, une sorte de copycat inversé. Et dans le genre braquage morbide, on peut aussi citer l'influence du film Money Train avec Wesley Snipes et Woody Harrelson. Dedans, on trouve un psychopathe pyromane qui utilise une technique bien précise, asperger d'essence des cabines fermées dans le métro, craquer une allumette et menacer la personne coincée à l'intérieur en demandant la caisse. Après la sortie du film en 1995, plusieurs personnes ont utilisé la même méthode aux 4 coins des États-Unis jusqu'à ce qu'un des braquages se solde par la mort d'un guichetier à New York. Mort causée par un jeune homme de 18 ans qui prit ensuite 25 ans de prison. Cette série d'événements eut valeur de frein dans la carrière du scénariste Doug Richardson qui s'est vu reprocher par la suite d'avoir influencé tous ses voyous à cause du script de Money Train. Sa place de membre au sein de l'Académie des Oscars lui fut même retirée par vote. Et c'est assez injuste car tous ces copycats ont brisé sa carrière, lui qui avait commencé fort en écrivant le 2e Die Hard, Bad Boys et donc Money Train. Il dut attendre 9 ans avant de pouvoir écrire à nouveau pour un film, mais depuis 16 ans, plus rien. Carrière terminée. On enchaîne avec une série cette fois, série qui avait toutes les chances d'exciter plein de ouf, à savoir Dexter. Et Dexter, ça a changé la vie d'un certain Mark Twitchell. Ce type, qui rêvait d'être réalisateur, semblait pourtant tout à fait normal. En 2007, il avait réalisé un fan-film préquel sur
Star Wars et ambitionnait de travailler dans le cinéma. Sauf que le problème, c'est qu'il était simplement nul en fait. Et un jour, à force de regarder Dexter, dont il était méga fan, il décida subitement de devenir tueur en série en utilisant les mêmes méthodes que le héros. Il bâcha entièrement son garage, piégea un homme au hasard sur un site de rencontre en se faisant passer pour une femme, et l'attacha sur une table au milieu du garage bâché avant de le tuer de la même façon que Dexter. Interrogé sur cette affaire, Michael C. Hall fut catastrophé d'apprendre que la série avait provoqué ce meurtre, tout en appuyant l'idée qu'il fallait séparer la fiction de la réalité. Une fois en prison, Mark Twitchell eut une seule demande, avoir une télé dans sa cellule, un lecteur DVD et l'intégrale de Dexter afin de continuer à suivre la série, demande qui lui a été accordée. Alors par chance, entre guillemets, ce type n'a tué qu'une seule fois, mais en 1987, un film a créé un monstre devenu un tueur en série par la suite, et ce film, c'est Robocop 2. Ce type qu'on vient de voir s'appelle Nathaniel White. Un soir, en allant voir Robocop 2 en salle, il est fasciné par une scène en particulier très dure à regarder et qui m'avait moi-même traumatisé quand j'étais petit. Une scène durant laquelle un flic se fait ouvrir le ventre avec un scalpel, de la gorge à l'estomac alors qu'il est encore vivant. En regardant cette scène, Nathaniel White est pris d'une irrépressible envie, faire la même chose à quelqu'un. C'est donc de cette manière qu'il tua pour la première fois une femme, quelques jours plus tard, avant d'en tuer 5 autres dans cette ferme abandonnée, ferme dans laquelle s'est déroulé les pires atrocités. Et des atrocités, il y en a eu aussi en Belgique. Cet ado qu'on voit à l'écran a été victime d'un type nommé Thierry Jaradin. Type qui était très amoureux d'elle, mais qui suite à un refus après avoir tenté de l'embrasser, alla dans la pièce d'à côté, s'arma d'un couteau, enfila le costume et le masque du Ghostface dans Scream, avant de revenir et de lui porter une trentaine de blessures mortelles à l'arme blanche. Une fois arrêté par la police, il avoua avoir prévu ce meurtre basé sur le film de Wes Craven. Et des couples, même si là c'en était pas un, qui ont subi les conséquences d'un visionnage de film, il y en a eu pas mal, dont un en particulier dont l'histoire est atroce. Le 17 novembre 1994, à 3h du matin, quelques heures après avoir vu au cinéma le film Entretien avec un vampire, un type nommé Daniel Sterling réveilla sa meuf pour lui dire « Cette nuit tu vas mourir, je vais te tuer et boire ton sang ». Sauf qu'à ce moment-là, sa femme pense que c'est une blague. Ils sont en couple depuis longtemps, ils viennent de voir un film de vampire, du coup elle se rendort en se disant « Bon, c'est juste une blague relou pour me faire peur ». Sauf que Daniel Sterling alla au bout de ses idées et la tua avant de boire 1 litre de son sang. Durant le procès, il admit avoir été influencé par le film. D'ailleurs, au fil du temps, le copycat basé sur les films fut une force de défense précieuse de la part des avocats au point qu'un long métrage donna son nom à une rhétorique, la défense Matrix. La défense Matrix est une manière de plaider l'idée que le monde réel n'existe pas. Après la sortie du film, en 1999, au moins 4 affaires de meurtre ont vu les assassins expliquer que leurs gestes ne comptaient pas, puisqu'ils étaient dans la matrice et que rien n'existait. Une des affaires les plus connues étant celle reliée à Lee Malvo, qui fut le complice de John Muhammad, le fameux sniper qui terrorisa la ville de Washington en 2002, tuant 10 personnes au hasard depuis le coffre de sa voiture. Plus tard, Lee Malvo avoua s'être servi de l'idée que rien ne compte puisque rien n'existe, une idée qu'il développa à force de regarder Matrix. Mais le plus effroyable des crimes liés à un film se situe en Australie. 7 Nightly News with Ross Simons. At least 25 people killed in Australia's worst massacre. En 1996, un homme de 29 ans, Martin Bryant, tua 35 personnes en une journée, armé d'un fusil, dans une épopée sanglante qu'aucun Australien a oublié aujourd'hui. There's somebody going crazy shooting people here. There he is, he's over there. I can't believe it. Avant de tirer sur certaines victimes, Martin Bryant prononçait une réplique de son film préféré, Chucky 3, à savoir « Don't fuck with the Chuck ». Et une chose encore plus terrifiante que le film, durant sa garde à vue, lorsqu'un inspecteur lui montra les photos des 35 victimes afin qu'il prenne conscience de son acte, Martin Bryant ne trouva rien d'autre à faire que de rire à la vue des clichés. Yeah, you're convinced there that there are 35 people dead. 25 ans plus tard, il est toujours en prison et n'est pas prêt d'en sortir puisqu'il a été condamné à l'issue de son procès à 1035 ans d'emprisonnement à perpétuité. Moins drôle du coup. Alors là, je viens de citer 17 films et séries qui ont poussé des criminels à passer à l'acte, mais dans l'histoire, il y a 3 films en particulier qui ont marqué les esprits pour leurs influences néfastes, et ces 3 films, vous les connaissez tous. If I was a mass murderer, I'd be Mickey and Mallory. 2 of their biggest fans were Ben and Sarah. They followed the same script on a journey that left one man dead in Oklahoma
and 35-year-old Patsy Byers paralyzed in Louisiana. Ok, replongeons-nous dans le contexte. Au début des années 90, alors tout jeune réalisateur, Quentin Tarantino vend pour $10 000 un script qu'il a écrit, racontant l'épopée sanglante d'un couple tout juste marié à travers les États-Unis. Finalement, ce script est par la suite racheté par la Warner et confié au réalisateur Oliver Stone qui, même s'il garde la majeure partie des dialogues créés par Tarantino, réécrit et repense l'histoire. Ce qui poussera par la suite Tarantino à renier le film. Là où ce dernier souhaitait en faire seulement un film d'action, Oliver Stone, lui, va plus loin et envisage d'en faire plutôt une satire des médias qui, selon lui, ont tendance à beaucoup trop glorifier les tueurs en série. The local news in America is insane right now. It's like you clock the whole day on the local TV. You can go from, 11 o'clock, grandmother gets killed, watch for that. At 12 o'clock, we have a 3-year-old is killed. At 4 o'clock, we have a mother of 6. So they try to hook you into the concept of watching somebody else's misery or tragedy. Et c'est là que ça devient intéressant, car finalement, ce qu'a voulu faire Oliver Stone, c'est de dénoncer la raison pour laquelle il existe des copycat killers. Sauf que ce film, hélas, en a créé énormément. De tous ceux sortis dans l'histoire, Tueur Né est peut-être le film qui a occasionné le plus de cas. Il y a donc cette histoire qu'on vient d'entendre en intro, celle de Sarah Edmondson et de Benjamin Darus, qui après avoir vu le film des cinquantaines de fois, ont décidé de passer à l'acte. En 2006, un type de 23 ans, nommé Jeremy Stein, pousse sa petite amie de 12 ans, déjà il y a un problème, à tuer ses parents et son petit frère après avoir vu Tueur Né. À la police, le couple déclarera que ce geste était un hommage au film. Et des massacres liés à cette œuvre, il y en a plein, c'est effrayant. Il y a ce jeune garçon de 14 ans au Texas qui met fin à la vie d'une jeune fille de 13 ans pour faire, je cite, comme les héros de Tueur Né. Il y a aussi Nathan Martinez, obsédé par le film, qui tue sa mère et sa sœur, Angus Wallan et Cara Wynne qui mettent fin à la vie de leur coloc, ou encore Eric Tavulares, qui lui carrément tue sa petite amie au milieu du film après avoir mis sur pause. Il faut par ailleurs préciser que les deux tueurs de Columbine dont je parlais au début de cette vidéo se sont eux aussi inspirés de Tueur Né, puisqu'il a été retrouvé dans un journal intime une note finale qui disait « Going NBK », à comprendre « Let's go pour devenir les Natural Born Killers », qui est le titre du film en anglais. Encore une forme de copycat inversé, car cette tragédie dans cette école a par la suite inspiré d'autres étudiants, comme quoi tout se rejoint. Et toute cette furie autour de ce film ressemble à la folie qui a accompagné la sortie de Orange Mécanique en 1971. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, ce film réalisé par Stanley Kubrick se déroule dans une Angleterre futuriste à l'intérieur de laquelle on suit un type et sa bande, adeptes de l'ultra-violence. Alors je ne vais pas énumérer chacun des crimes, car peu après la sortie, il y en a eu énormément aux quatre coins de l'Angleterre. Des meurtres, des lynchages, des groupes de mecs qui abusent de femmes en chantant Singing in the Rain, bref, des centaines d'atrocités. Cela a créé un vif débat dans le pays, et au fil des semaines, la boîte à lettres de Stanley Kubrick s'est retrouvée remplie de lettres de protestations et de menaces. Ce qui provoqua une chose très rare dans l'histoire du cinéma, suite à ce mouvement de colère, Stanley Kubrick, afin de protéger sa famille, demanda à la Warner de retirer le film des salles. Et fait unique, la Warner accepta. Il a fallu attendre la disparition de Kubrick en 1999, soit 27 ans plus tard, pour que Orange Mécanique soit de nouveau projeté dans une salle de cinéma en Angleterre. On approche de la fin de cette vidéo et on va la terminer avec un film qui, je pense, a provoqué le copycat le plus connu de l'histoire. And shots were fired, apparently at President Reagan as he was coming out of the Washington Hilton Hotel this afternoon. The president was not hit. The information was not complete. President Ronald Reagan was hit by gunshot. 3 others were also wounded. As President Reagan was driven away, gunman John Hinckley Jr. was wrestled to the ground. Ce que vous venez de voir est la tentative d'assassinat qui a touché le président Reagan le 30 mars 1981. Elle blessa sérieusement 4 personnes, dont le président atteint par une balle au poumon, ce qui occasionna quelques minutes plus tard cette phrase mémorable aux urgences, Reagan demandant avec humour au chirurgien qui s'apprêtait à l'opérer « Docteur, j'espère que vous êtes républicain ». Ce à quoi ce dernier répondit « Monsieur le Président, aujourd'hui nous sommes tous républicains ». Finalement, Ronald Reagan fut sauvé in extremis. Mais alors, pourquoi cette tentative d'assassinat ? Il y a 2 raisons. Taxi Driver et surtout Jodie Foster. En 1976 sort donc ce chef-d'œuvre de Martin Scorsese, film qui très rapidement obsède un certain John Hinckley. Ce type, qui de base a toujours eu une obsession pour la violence, va le voir 15 fois au cinéma et commence à développer une immense fascination pour l'actrice Jodie Foster. Une fascination qui le pousse carrément à déménager à New Haven, dans le Connecticut, afin de se trouver à quelques minutes de l'université de Yale dans laquelle se trouve Jodie Foster. Car rappelons qu'au moment de jouer dans Taxi Driver, elle n'a que 13 ans. Durant cette période, John Hinckley commence à la suivre, à surveiller ses habitudes et à épier le moindre de ses faits et gestes. Il lui glisse des poèmes sous la porte de sa chambre d'étudiante, puis des messages, et commence à l'appeler plusieurs fois au téléphone, sans succès. Oh no, who is this? Who is this? John. Oh, oh no, not you again. Look, I really can't talk to you, okay? But do me a really big favor. You understand why I can't, carry on these conversations with people
people. I don't know. You understand that it's dangerous and it's just not done. It's not fair and it's rude. Oh, all right. well, I'm not doing this. Well, I understand that. It's the same thing. Okay. So you just don't ever want to get fired? No. Cet harcèlement semble prendre fin durant quelques semaines, avant cet incident lié au président Reagan. Souhaitant imiter la projection d'assassinat mise en place par le personnage de Robert De Niro dans Taxi Driver, John Hinckley souhaite impressionner Jodie Foster en parvenant à mettre fin au jour d'un président américain. Alors le jour J, quelques heures avant de tirer sur Reagan, il lui écrit une lettre dans laquelle il dit « Ces 7 derniers mois, je t'ai laissé des dizaines de poèmes, des lettres et des messages d'amour dans l'infime espoir que tu puisses développer de l'intérêt à mon égard. » Bien que nous ayons parlé au téléphone quelques fois, je n'ai jamais eu le courage de simplement te rencontrer pour me présenter. La raison pour laquelle je vais faire cela est que je ne peux plus attendre une seconde de plus pour t'impressionner. Quelques jours plus tard, Jodie Foster fut auditionnée par le FBI, victime malgré elle de toute cette folie. How long after the shooting was it that you heard John Hinckley, the name, and made the connection? Well, I 15 didn't hear minutes, it from the 30 news minutes? because I didn't watch the news that night. I only heard it from my roommate. Did you just happen to ask your roommate who was responsible? She said, Jodie, John Hinckley. I said, John Hinckley what? She said, John Hinckley. I said, John Hinckley what? And she told me. En 1982, John Hinckley est déclaré non coupable car jugé pénalement irresponsable pour raisons psychiatriques. Il est alors interné à l'hôpital de Sainte-Élisabeth à Washington avant d'obtenir en 2000 des permissions surveillées, permissions qui très vite furent supprimées, des photos et des objets liés à Jodie Foster étant retrouvés chez lui, cachés un peu partout. Mais en 2016, le tribunal de Washington décida qu'il était temps pour lui de retrouver la liberté. John Hinckley est donc depuis 5 ans un homme libre, comme on peut le voir sur cette vidéo. Alors tous les exemples que je viens de citer posent une vraie question, une question qui revient hyper souvent dans le débat public. Est-ce que les œuvres violentes, que ce soit des films, des séries ou des jeux vidéo, peuvent avoir vocation à influencer négativement les gens? Perso, je pense que très souvent ça a simplement valeur de déclencheur et que les personnes qui passent à l'acte ont déjà des prédispositions mentales compliquées. En tout cas, le débat est ouvert, je vous laisse répondre dans les coms, et je vous dis à bientôt pour un prochain split. Bye!